Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. J'ai de la chance de me trouver dans une région riche au niveau de biodiversité du Mexique. De façon générale, le Mexique est d'ailleurs très riche au niveau de la biodiversité. Et précisément à Ciudad del Carmen, dans l'état de Campeche, où je me trouve en ce moment, pour des raisons administratives qui traînent, eh bien, je vois régulièrement, en face de ma chambre, sur un arbre assez grand, un couple de perroquets, plus précisément d'Amazone à tête jaune. Je viens de vous les montrer et j'ai fait une fiche sur cet oiseau que vous pouvez évidemment consulter sur mon site internet. Le lien sera dans la description. Hormis le fait que c'est un plaisir de voir cet oiseau, c'est aussi une chance parce qu'en fait c'est un oiseau très rare. Il est classé en danger d'extinction parce que sa population mondiale serait bien inférieure à 5000 adultes. Et donc, on peut se poser la question, que faire pour que ce perroquet ne disparaisse pas? Et vous savez peut-être que j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Expert Animaliste. J'ai partagé ma fiche sur cet Amazone et un membre du groupe, enfin je devrais dire un ancien membre, me dit je les connais bien, j'en ai élevé et reproduit. Et évidemment, je me suis insurgé contre cette remarque puisque les captures pour les oiseaux de cage et les parcs animaliers sont une des causes de disparition de l'espèce. Donc j'ai reproché à ce membre de soutenir une activité qui est donc responsable de la disparition du perroquet. Et réponse classique, la personne me dit oui, mais ça permet de les réintroduire. On est au XXIe siècle et je m'étonne que, malgré les expériences ratées du XXe siècle, on en soit encore à penser que réintroduire des animaux peut être la solution pour éviter la disparition. Je vais vous expliquer ici pourquoi réintroduire n'est pas la solution, on va dire dans au moins 99% des cas. Il y a bien quelques exceptions, j'en parlerai, mais vraiment très rares. Et pourquoi l'idée de réintroduire est souvent pire que de ne rien faire du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'en analysant ça point par point, je vais ouvrir plein de questions intéressantes, certaines ayant déjà des réponses dans d'autres vidéos vers lesquelles je vous renverrai, et d'autres méritent de nouvelles analyses que je ferai éventuellement dans le futur. Pour être très didactique et très simple, je vais prendre un cas de figure qui est en partie fictif et en partie réel. Fictif parce que je vais prendre des chiffres fictifs, des situations fictives pour faire très simple avec des chiffres ronds, et réel parce que ce sont des cas de figure qui existent. Puisqu'on a parlé de l'Amazone à tête jaune, c'est un oiseau qui a surtout au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique centrale, comme le Belize et le Guatemala, mais il y en a aussi sur des îles, notamment les îles Marias, qui forment un petit archipel au large du Mexique, dans l'océan Pacifique. Un endroit que j'aimerais vraiment visiter parce qu'il y a plus de 20 taxons endémiques, mais ceci est une autre histoire. D'ailleurs, l'Amazone à tête jaune qui vit aux îles Marias, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai jamais vu évidemment, puisque je ne me suis jamais rendu sur ces îles, une sous-espèce endémique, qui a le jaune qui descend sur le cou. On se doute, il est rare, la population est toute petite, et donc potentiellement très menacée. Réfléchissons au cas de figure où, éventuellement, réintroduire la bestiole pourrait la sauver. On va analyser ça de façon systématique. Tout d'abord, regardons les choses de façon simple, et imaginons une situation normale où la bestiole n'est pas menacée. Un oiseau vit sur une île, et comment est-il régulé? Comment survit-il? Eh bien, prenons des chiffres arrondis, simples, pour que tout le monde comprenne. Les Amazones et d'autres oiseaux sont frugivores. Il leur faut donc des fruits pour vivre. Quand ils sont sur une île, par exemple aux îles Marias, sur l'île existent des arbres fruitiers. Sinon, il n'y a pas de fruits et ils ne pourraient pas vivre. Donc si en frugivore, c'est qu'il y a des arbres fruitiers. Il y a un certain nombre d'arbres fruitiers qui donnent une certaine quantité de fruits. Cette quantité de fruits permet à une certaine population de perroquets de survivre. Donc la population de perroquets, d'Amazone, c'est un perroquet, est proportionnelle à la quantité de fruitiers. C'est d'ailleurs le facteur limitant. C'est-à-dire que, contrairement aux croyances qui sont encore souvent répétées qu'il faut un prédateur pour réguler les populations, c'est faux. Ce qui régule
le perroquet, c'est-à-dire ce qui limite sa population, c'est la quantité de fruits disponibles, rien d'autre. C'est très important, vous allez voir pour la suite. Donc, imaginez que sur une des îles Marias, il y a 1000 fruitiers qui permettent à 200 perroquets de vivre. Tant que l'homme ne s'en mêle pas, il y a 200 perroquets. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le perroquet a des prédateurs? Éventuellement. Il peut y avoir un faucon qui mange les perroquets. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut une population de perroquets pour permettre à la population de faucons de survivre. Donc, si 1000 arbres permettent à 200 perroquets de vivre, 200 perroquets permettent peut-être à 4 couples de faucons de vivre. Voilà. Est-ce que les faucons font diminuer les perroquets? Mais pas d'en pouce. Tel un mathématicien, je vais le démontrer par l'absurde. Imaginez que les 4 couples de faucons fassent diminuer les perroquets. Eh bien, ça veut dire qu'une année, il y a donc 200 perroquets et 4 couples de faucons. Mais les 200 perroquets ne suffisent pas à faire survivre les faucons puisqu'ils diminuent. Donc, l'année suivante, il y a peut-être 180 perroquets. Mais s'il y a 180 perroquets, ce n'est pas assez pour nourrir 4 faucons, puisque 200, ce n'était pas assez non plus. Donc, les 180 vont diminuer. Donc, l'année suivante, il y en aura peut-être 160. Évidemment, si 200 perroquets n'étaient pas assez pour nourrir 4 faucons, 160 non plus. Alors, vous allez me dire, entre-temps, les 4 couples de faucons sont devenus 3 faucons. Mais on ne fait que changer les chiffres, mais la situation est la même. Si les faucons font diminuer les perroquets, eh bien, les 3 faucons vont faire diminuer de 160 à 150, et puis à 140, et donc finalement, il n'y aura plus assez de perroquets pour nourrir les faucons vont disparaître. Or, les faucons n'ont pas disparu puisqu'ils sont là. Donc ça veut dire que les faucons ne font pas diminuer les perroquets. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Donc, on a nos 1000 arbres, nos 200 perroquets et nos faucons. Est-ce qu'il y a des fluctuations? Parce que parfois on me dit ça, ah oui, mais ça fluctue. Bien sûr que ça fluctue. Les faucons dépendent des perroquets, qui dépendent des arbres. Donc, imaginez une année sèche, qui produit peu de fruits, peu de perroquets. Par exemple, il passe à 150. Peu de perroquets, peu de faucons. De 4 couples, il passe à 3 couples. Puis, il y a une bonne année, beaucoup de pluie, beaucoup de fruits. Les perroquets montent de 150 à 200. Les faucons passent de 3 à 4 couples. Et puis, les perroquets montent de 200 à 250. Et les faucons passent de 4 à 5 couples. Tout ça fonctionne très bien. Évidemment, dans ces circonstances-là, les perroquets ne vont pas disparaître. Puis, il y a l'homme qui s'en mêle. Évidemment, le problème vient quand l'homme s'en mêle. L'homme arrive. Et les perroquets sont menacés de disparition. Pourquoi? Eh bien, je dirais, il y a 3 grandes raisons. 3 grandes familles de raisons. La première, c'est que l'homme décime les ressources. Par exemple, il coupe tous les arbres fruitiers. S'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de perroquets. Donc en coupant les arbres fruitiers, l'homme fait disparaître les perroquets. La nourriture, c'est vraiment le facteur limitant principal, c'est donc ça que je vous explique. Les perroquets sont en adéquation avec la nourriture. Il peut y avoir d'autres facteurs limitants. Dans les régions désertiques, c'est souvent l'eau le facteur limitant. Donc s'il y a moins d'eau, même s'il y a de la nourriture, il y aura moins d'oiseaux parce qu'il faut boire. Un autre facteur limitant, j'en parle dans une vidéo sur les nichoirs, ça peut être les cavités. Les perroquets, justement, sont cavicoles. Il leur faut des cavités pour se reproduire. Et si on a coupé tous les grands arbres et qu'il n'y a plus de cavités, il n'y a plus de perroquets. Donc les activités humaines font diminuer le perroquet parce qu'ils diminuent les ressources ou les possibilités de se reproduire. Dans ce cas, est-ce que vous croyez que la solution est d'en réintroduire? S'il n'y a pas assez de nourriture et que vous en introduisez, vous allez simplement avoir plus d'individus qui vont mourir de faim. Ça ne sert à rien. Même chose pour l'eau. Si vous en introduisez mais qu'il n'y a pas assez de cavités pour se reproduire, les oiseaux seront là mais ne pourront pas se reproduire puisqu'ils ne trouveront pas de cavités. Donc vous n'allez pas aider la population. Donc réintroduire ne sert à rien si l'être humain est responsable de la diminution des ressources ou des possibilités de nicher. Une autre grande famille de causes de diminution des oiseaux, c'est l'impact direct. Chasse, braconnage, pour l'oiseau c'est la même chose, chasse et braconnage, et capture. Dans le cas des perroquets, on peut les chasser pour les manger, on peut les chasser pour éviter qu'ils mangent les fruits que nous on veut, on peut les capturer pour vendre pour les oiseaux de cage, chez les privés, les parcs animaliers, etc. Si les perroquets diminuent parce qu'on les tue ou qu'on les capture, en réintroduire ne solutionnera rien. Si on les capture et que vous en rajoutez 10,
ben ça fera 10 de plus qui seront capturés par les trafiquants, qui feront plus d'argent, mais ça ne changera rien au problème. Si on les tue parce qu'ils mangent trop de fruits, aux yeux des êtres humains, et que vous en rajoutez, bah, ceux qui défendent les fruits pour eux vont tuer plus. Mais vous n'avez rien solutionné au problème en réintroduisant. Enfin, il y a une troisième raison qui peut impliquer la disparition d'une espèce, c'est l'introduction d'espèces exotiques, notamment des prédateurs. Cette introduction peut être catastrophique. Je vous donne un exemple connu, spectaculaire, même si c'est en cas de figure rare. Il y a une population entière d'un petit oiseau qui s'appelle, ou plutôt qui s'appelait, puisqu'il a disparu, le xénique de Steven, qui a disparu à cause d'une chatte. Une chatte d'un gardien de phare qui s'est installé sur l'île a mangé tous les xéniques de Steven. Je viens d'expliquer que les prédateurs ne peuvent pas faire disparaître une espèce. Et là, un prédateur introduit fait disparaître une espèce. Là, carrément, en seul individu. Mais l'exemple est intéressant. Parce que la seule raison pour laquelle cette chatte a pu tuer tous les xéniques, c'est parce qu'elle recevait de la nourriture à la maison, au phare. Parce qu'elle ne dépendait pas des oiseaux pour survivre. C'est pas très intuitif, mais si le prédateur introduit ne mange que ce qui est dans la nature, il va devoir se soumettre à la régulation. C'est-à-dire que si vous introduisez un animal qui mange les perroquets, exactement comme le faucon, il ne pourra manger que ce qui est disponible. Le problème, en fait, si vous introduisez un prédateur, dans mon cas de figure d'une île avec 200 perroquets et 4 faucons, c'est que le prédateur va manger des perroquets, il y aura donc moins de perroquets pour les faucons. C'est les faucons qui vont diminuer, mais pas les perroquets. Vous voyez? Sauf si le prédateur introduit reçoit à côté de ça de la nourriture des êtres humains, comme les chats. Parce que puisqu'ils ne sont pas dépendants des perroquets ou du xénique de Steven dans le fameux cas en question, mais il peut tous les manger, ça ne change rien, parce qu'il a toujours la gamelle à la maison. Donc, petit message aux amis des animaux, nourrir les chats errants, c'est une catastrophe, c'est un génocide. Parce que au moins, bon, il ne faudrait pas qu'il y ait de chats domestiques, on est bien d'accord. Mais puisqu'il y en a, il n'y a qu'une seule solution pour qu'ils ne fassent pas de dégâts. Bien sûr, c'est les stériliser, hein, il faut diminuer la population, mais il faut aussi les capturer et les garder à l'intérieur. J'ai toute une vidéo sur la question. Mais si on ne peut pas le faire, et qu'ils restent dans la nature, ils vont tuer des proies inutilement, ils vont faire disparaître les prédateurs sauvages, comme si vous l'introduisez sur une île aux perroquets. S'ils mangent tous les perroquets disponibles pour les prédateurs, il n'y aura plus de faucons qui mangent les perroquets. Ça oui. Mais les perroquets ne vont pas disparaître. Parce que le chat, tant qu'il est dépendant du perroquet, il ne va pas faire disparaître le perroquet. Mais si on le nourrit, il peut se permettre de tuer tous les perroquets, puisqu'il y a toujours la gamelle. Donc, les prédateurs introduits peuvent faire disparaître l'espèce si ils ont une source de nourriture artificielle à côté. Sauf dans un cas de figure. J'explique d'ailleurs que l'introduction d'espèces sauvages, en soi, ne pose pas de problème directement. Ils viennent enrichir la biodiversité, ils viennent s'insérer dans la chaîne alimentaire comme tout le monde. Sauf, justement, quand c'est des animaux domestiques, semi-domestiques, qui profitent de la nourriture humaine. Et sauf, je le dis dans mon article, sur les petites îles. Pourquoi? Parce que le temps qu'il y ait une adaptation, une espèce qui est trop peu nombreuse peut disparaître. Donc si vous mettez en chat, dans le cas de figure, des perroquets, et qu'il y a 200 perroquets, le chat arrive, il a faim, il commence à chasser les perroquets, il va en tuer 10. Bon, on descend à 190. Puisqu'il fait disparaître les perroquets, il a moins de nourriture et donc il va devoir diminuer ses prétentions et sa population va s'adapter donc au niveau du perroquet. Mais s'il n'y a que 10 perroquets et que le chat en mange 10, il n'y en a plus. Et là, il ne peut plus y avoir d'adaptation. Donc, hormis ce cas de figure, l'introduction des espèces à éviter à tout prix, attention, je ne défends absolument pas l'introduction d'espèces. Mais ce n'est pas une véritable cause de disparition grave, sauf quand ces animaux sont nourris, comme les chats, volontairement, et les rats, souvent involontairement. Parce que ces animaux ne dépendent pas de leur proie, donc ils peuvent faire disparaître leur proie. Mais les prédateurs sauvages ne peuvent pas faire disparaître leur proie, parce que sinon ils n'ont plus rien à manger. Si une espèce disparaît à cause d'un prédateur introduit, et que vous introduisez des individus supplémentaires pour sauver l'espèce, vous donnez un petit peu plus de nourriture à ces chats ou à ces rats,
Mais vous ne solutionnez pas le problème, ils vont disparaître quand même. Donc vous voyez, réintroduire, ça ne marche pas quand la cause est manque de ressources ou de cavités pour nicher. Ça ne marche pas quand l'être humain massacre. Et ça ne marche pas quand ils sont menacés par un animal introduit et nourri par l'être humain. Évidemment, vous avez compris. Si le problème est la ressource, par exemple parce qu'on a coupé les arbres fruitiers, il faut replanter des arbres fruitiers. En attendant que les fruitiers poussent, on peut éventuellement donner des fruits. Si le problème c'est la chasse ou la capture, il faut interdire la chasse et les captures. Si le problème c'est un animal introduit, il faut surtout arrêter de nourrir l'animal introduit. Si possible, les capturer et les retirer de l'île. Alors certains me disent c'est très difficile de capturer, c'est mieux de tuer. Moi je suis toujours contre tuer. Donc je suis absolument contre les éradications de chats, même si elles ont lieu malheureusement sur plein d'îles, et de rats, etc. Mais je vais vous signaler quelque chose. Si l'animal n'est absolument pas dépendant de la nourriture humaine, sauf dans les cas des très petites îles, mais sur une très petite île, c'est très facile de trouver un prédateur introduit, sur une grande île ou sur un territoire encore plus vaste, eh bien il ne fera pas disparaître l'espèce. Donc il faut surtout ne pas le nourrir. S'il ne profite pas de la nourriture pour humain, il ne fera pas disparaître l'espèce parce qu'il est dépendant de l'espèce qui mange. Et s'il mange de la nourriture pour humain, alors c'est facile à capturer. Parce que si par exemple il a l'habitude de manger quelque chose que nous produisons, on fait une gamelle, on la met à l'intérieur, avec par exemple une chatière qui ne s'ouvre que dans un sens. Une fois qu'il est à l'intérieur, on le capture. Donc vous voyez, les gens qui vous disent que mes discours encouragent l'éradication des chats ou des rats, c'est faux. Je suis contre. Je préfère préciser, parce qu'on m'a déjà accusé, à tort, d'être pour les éradications. Je suis contre et je suis contre. Par contre, capturer, par exemple, si on avait capturé la chatte du gardien de phare sur l'île de Steven, le xénique existerait encore. Ça valait la peine de prendre une chatte et d'aller la mettre ailleurs, ou de la garder enfermée pour sauver une espèce, ou une sous-espèce. Donc, dans aucun cas de figure, la réintroduction, ça sert. Donc vous allez me dire, ça sert jamais. En réalité, vous avez compris que les parcs animaliers, les zoos, étaient une des causes de disparition. Mais, dans des cas exceptionnels, imaginez votre perroquet, population de 200 perroquets, de 1000 arbres, l'homme arrive et commence à couper les arbres. Et quand il reste 5 arbres et 2 perroquets, il se dit, aïe, là, l'espèce va disparaître. Avec 2 perroquets, ça pourrait être difficile de refaire une population, c'est vrai. Donc, si à ce moment-là, précis, il y en reste dans des parcs animaliers, allez en réintroduire et leur donner de la nourriture et planter des arbres, ça peut sauver l'espèce. Sauf qu'on n'aurait pas dû, évidemment, laisser la situation arriver jusqu'à ce stade. Donc, aujourd'hui, s'il y a une espèce dont il reste que 2-3 individus dans la nature, mais qu'il y en a des centaines dans les cages, allez relâcher ceux des cages à l'endroit approprié pour renforcer la population dans la nature, tout en solutionnant les problèmes de chasse, de braconnage, de capture, de nourriture, etc. Oui, ça d'accord. On ne va quand même pas aller dans la nature capturer exprès des animaux menacés pour faire une population dans des cages, sous prétexte que peut-être un jour on en aura besoin pour les relâcher. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il existe des animaux tellement menacés que même si on solutionne les problèmes, c'est sans doute trop tard et donc il faut en réintroduire? Eh bien je dirais peut-être 5, 6, 10, 50. Je vous défie, si vous croyez aux réintroductions, de me dresser une liste de 50 animaux qui, potentiellement, se reproduisent en captivité, qu'il y a une population en captivité, qui sont en tel danger d'extinction que sans cette réintroduction, ils risqueraient de disparaître. Sachant que ça ne sert à rien de réintroduire si les causes de la diminution ne sont pas solutionnées. On est bien d'accord. Or, ce n'est pas 50 espèces menacées qu'il y a sur la planète. Si je prends l'Union mondiale pour la nature, IUCN, il parle, regardez les chiffres à l'écran, de dizaines de milliers d'espèces menacées sur les espèces qu'on a étudiées. Mais en réalité, il y en a bien plus. Puisqu'on estime, y compris les espèces non encore décrites, mais si elles ne sont pas décrites, on est bien d'accord qu'on n'en a pas dans les zoos,
on parle de 100, 150, voire 200 espèces qui disparaissent chaque jour. Donc même si vous arrivez à dresser une liste de 50 espèces menacées dont on pourrait empêcher la disparition grâce à des réintroductions, eh bien on limiterait la catastrophe de l'équivalent d'une demi-journée. Donc ce n'est pas significatif. Ça ne sert à rien. Mais les 50, vous n'y arriverez pas. J'ai dit 50, vraiment c'est très optimiste. Vous cherchez, vous verrez, vous ne trouverez pas. Donc, réintroduire n'est en aucun cas la solution pour enrayer la perte de biodiversité. Et attention, si j'insiste là-dessus, c'est pas que je veux pas qu'on relâche les animaux qui sont dans les eaux, au contraire, moi je suis pour fermer tous les eaux, tous les parcs animaliers, et les animaux qui sont là, les relâcher dans la nature, dans les endroits appropriés, là oui. Je dis simplement que c'est pas ça qui sauvera la biodiversité. Mais surtout, arrêter les eaux et les parcs animaliers, c'est arrêter les captures dans la nature, et c'est sauver beaucoup d'espèces, bien plus que 50. Il y a des espèces qui disparaissent à cause des parcs, des jardins zoologiques, qui veulent montrer des becs en sabot, qui veulent montrer des ours, qui veulent montrer toutes sortes de choses, des animaux qui disparaissent parce qu'on les capture pour fournir des parcs. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, très importante, pour vous ouvrir les yeux sur les véritables solutions pour aider la biodiversité. Notez que j'en parle depuis longtemps. Je vous invite chaudement à aller voir mes autres vidéos, celles qui s'intitulent simplement « Protection des oiseaux », dans le cadre de ma formation ornitho. J'en ai une qui accuse justement les naturalistes de prendre des mauvaises solutions. J'ai aussi une vidéo très importante et d'actualité qui s'intitule « Les causes communes de l'extinction de masse, mais aussi du réchauffement climatique, de la pandémie, de la famine, etc. » Parce que c'est tout la même chose. Vous verrez dans cette vidéo, vraiment, je vous la recommande. Et si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez envie d'enrichir le débat, faites vos commentaires ici, sous la vidéo, sur YouTube, sur Odyssée ou sur CrowdBunker, puisque mes vidéos sont sur ces 3 plateformes, ou sur les réseaux sociaux, en particulier Expert Animaliste, qui est mon nouveau groupe, si c'est pour les oiseaux, sur Formation Ornitho, ou également sur Ornithopassion, où je suis modérateur, ou également sur mon groupe Éconaturaliste. Vous pouvez également venir sur mon Twitter, et j'ai même un compte sur un nouveau réseau social qui s'appelle Getter. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas les possibilités de communication qui manquent. Je vais également parler un de ces jours du bagage. Il y a des naturalistes, des ornithologues qui croient qu'en mettant des bagues aux oiseaux, ils leur rendent service. C'est bien sûr encore plus évident que pour la réintroduction, que c'est pas comme ça qu'on va aider les oiseaux. Mais, vu que certains y croient, eh bien je ferai l'effort d'aborder également ce sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre intérêt pour mes vidéos avec ma chaîne YouTube qui monte beaucoup plus vite depuis environ un mois. Et donc je vais continuer à publier plus de vidéos puisque ça vous intéresse.